parler toujours des législatives. Les dés sont jetés. Nous sommes, à l'heure où nous parlons, juste à quelques heures de la clôture de la campagne pour ces élections. Les différents candidats ont parcouru leurs différentes circonscriptions pour séduire l'électorat. On reçoit Jerry Komandega Tama, le président du Nouvel Engagement togolais, également candidat du parti dans l'Est Mono. Monsieur Tama, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, un petit bilan sur ces 14 jours de campagne. Comment cela s'est présenté? Je pense que le bilan il est globalement positif parce que durant 2 semaines, nos équipes ont été sur le terrain, n'ont pas manqué de jours. En dehors de, il faut être honnête, les premiers jours ont été un peu laborieux. Mais depuis le 6 jusqu'à ce jour, nos équipes ont été sur le terrain, ont travaillé, ont fait des caravanes, ont fait des meetings, ont fait du porte-à-porte et ont relayé le message du net à l'endroit des populations qui l'ont bien rendu. Donc aujourd'hui, le bilan il est plutôt satisfaisant. Mais nous sommes dans le domaine politique. Le vrai bilan, on le fera au lendemain de la proclamation des résultats. Mais l'ambiance générale, comment la campagne s'est déroulée, ça vous laisse à dire que c'est optimiste? Optimiste pour 2 raisons. D'abord, c'est que les gens ont répondu massivement à nos sollicitations. Les gens sont sortis. Vous avez vu certainement par les images à travers le pays. Et puis, je crois aussi que la saison est propice. Nous sommes en fin de saison pluvieuse, nous sommes en début de saison sèche. Les gens vont les récolter, n'ont pas d'autre chose à faire. Donc oui, il y a eu un réel engouement sur le terrain en ce qui concerne notre message et nous sommes très très optimistes quant au résultat du 20 décembre. Est-ce que cet optimisme est pour vous personnellement sur votre campagne de l'Est Mono ou pour toutes les circonscriptions, les 13 dans lesquelles le net concourt? Non, sur l'Est Mono, nous sommes très très optimistes parce que d'abord c'est un travail qui se fait sur le terrain depuis maintenant plus d'1 année, depuis le 27 juillet 2017. Donc c'est pas, on ne récolte que ce qu'on a commencé à faire. Encore que le récolte, comme on le dit, on attend le 20. Mais en termes de mobilisation, on a le fruit en termes de mobilisation de ce qu'on a fait depuis depuis plus d'1 année. Mais on a remarqué le même engouement. Bon, certes, il va être un peu différent d'une préfecture d'une autre, mais globalement, on a quand même atteint notre objectif, à savoir faire des campagnes de proximité dans la plupart des grands cantons et des grands villages dans l'ensemble des territoires, des 13 circonscriptions où nous sommes présents. Donc nous sommes très satisfaits. Alors, tout cela vous fait dire aujourd'hui que pour les législatives, les dés sont jetés. Oui, écoutez, non pas uniquement pour cela. Il y a 3 éléments à mon sens qui peuvent fonder cette conclusion. La première, c'est qu'à aucun moment, la CEDEAO n'a parlé de report des élections. Le communiqué du 9 novembre RSC en disant il faut aller aux élections le 20 décembre, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les partis contestataires n'ont jamais montré leur capacité à empêcher la tenue ni d'abord du recensement, ensuite de la campagne, et manifestement aujourd'hui les forces de l'ordre ont voté. Et manifestement on ne pense pas que des gens auront d'abord intérêt à empêcher le processus. Et le troisième élément, vous voyez quand même que toute la communauté internationale, les grandes puissances, la CEDEAO, l'Union africaine, donnent leur crédit à ces élections. Donc oui, aujourd'hui, il faut peut-être se rendre compte que les jeux sont faits. Alors donc vous évoquez la communauté internationale, on l'a lu également, il y a l'envoi des observateurs. Est-ce que ça fait dire que de leur côté, il faut aller aux élections? Écoutez, l'Union européenne, qui a toujours été très à cheval sur les valeurs en termes de démocratie et des droits de l'homme, on voit des observateurs. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Union africaine, la CEDEAO, on voit des observateurs. On note environ 200 observateurs internationaux et plusieurs milliers locaux. Je ne vois pas quelle doit être la différence entre ces élections et celles que nous avons fait par le passé. En termes de mobilisation internationale, je pense qu'il y a une envie aussi, je pense, de l'ensemble des acteurs, du gouvernement, de la CEDEAO, puisqu'elle joue quand même son crédit. De montrer que nous sommes en mesure d'organiser des élections transparentes, crédibles, même si il est évident, et nous sommes les premiers à le regretter, qu'il aurait été souhaitable que toute la classe politique soit présente lors de ce scrutin. Alors finalement, c'est pari raté pour la C14, c'est ça? Ah oui, un gros pari raté. Dommage. Après, on ne va pas se plaindre non plus. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché chez eux? Ils ont été un peu
un peu trop ambitieux? Non, mais au bout d'un certain temps, c'est de considérer que quand vous êtes dans un dialogue, c'est qu'il faut prendre en compte les avis des deux parties. Si vous considérez que tout ce que vous demandez, c'est ça qu'on doit prendre, ben, au bout d'un certain temps, personne ne vous donne du crédit. C'est ça le problème. Je pense que à force de tirer sur l'or, la corde, elle a fini par se rompre. À force de tirer sur les revendications, parfois contrer les unes les autres, on finit par peut-être faire perdre patience aux facilitateurs. Nous l'avons vu cette semaine, il y a eu une rencontre avec les facilitateurs non sanctionnés de communiquer, et peut-être même à l'ensemble de ceux qui voulaient nous aider à sortir de la situation. Parce que, encore une fois, il faut pas oublier que nous sommes dans un contexte global où les questions de stabilité sont quand même au cœur de l'action politique. Et il faut tenir compte de cela. Je pense que peut-être que nos amis de la C14 ont oublié cet élément-là. Donc c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde a les regards tournés vers les élections et on oublie l'essentiel, tout ce qui avait fait sortir des milliers de personnes. Après, maintenant, je pense que ce type de questions, c'est beaucoup plus à la C14 parce que, vous savez, nous, depuis le 8 octobre, nous avions dit que il y avait une sorte de neutralisation des forces. Parce que les marches du 9 août jusqu'en octobre consistaient à dire qu'on pouvait changer le président, les institutions, par les manifestations. Après les marches du 5 octobre 2017 et les violences qui en ont suivi, nous, on a tiré la conclusion qu'il y avait une neutralisation des forces, qu'il fallait au dialogue. Et maintenant, on allait au dialogue et puis on s'est rendu compte que d'abord, au niveau des dialogues, il y a eu énormément de surenchères et malheureusement, ceci n'a pas permis de garantir au niveau, peut-être même de nos facilitateurs, une meilleure lisibilité du problème. Et aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, en réalité, les gens ont commencé à marcher le 9, non pas pour les élections. On parlait de retour à la Constitution de 92. Et qu'aujourd'hui, quand vous prenez le texte de réforme constitutionnelle que la commission des lois a arrêté, qui n'a malheureusement pas été entériné, ce texte-là est très très avancé par rapport à ce que nous réclamions toujours. Même nous, le 8 février, nous avions dit que dans la Constitution, il faut ramener le fameux mot en aucun cas, mais il y figure sous une formalisation, sous une autre formulation. Donc aujourd'hui, oui, c'est dommage de se rendre compte que on a ni le retour à la Constitution de 92, mais on a quand même les ingrédients, mais que malheureusement, l'élément qui est constitutionnellement de toute façon imposé, qui est les élections législatives, qui auraient dû avoir lieu depuis juillet 2018, vont finalement se passer sans la présence d'une partie de la classe politique. Alors, dans ces jours de campagne, est-ce que ces sujets sont revenus? Les populations vous ont interrogé sur cela? Non. Assez curieusement, je vous dis que dès que vous dépassez Lomé, c'est fini. Les gens ne vous parlent que de leurs problèmes, les ponts. Nous avons par exemple au niveau du net un projet qui nous tient encore à cœur, la vente des produits, des denrées alimentaires au kilo, parce que les gens vous disent on cultive, on se fait complètement dépouiller par les commerçantes. Les problèmes, ils sont des problèmes du quotidien. On a le pont qui empêche les gens de traverser. L'état de la route fait que quand on a des gens qui sont malades, ou bien même vous imaginez une femme qui veut accoucher et qui a des complications, on peut pas l'évacuer parce que l'état de la route est impossible à tenir. Moi, j'ai fait des distances sur 58 km, j'ai fait 2 heures, vous imaginez, dans l'Est Mono, alors que c'est pas loin, c'est juste dans la région maritime, et dans la région des plateaux. Donc voilà, les problèmes, ils sont beaucoup plus des problèmes de terrain. Et je peux vous dire que les seuls endroits où j'ai entendu parler des questions de réforme, des questions de boycott, c'est uniquement dans la région Golfe à Goué, donc ce qu'on appelle globalement le Grand Lomé, et dans la région des lacs Bamono, c'est-à-dire que la région maritime. En dehors de ça, je peux vous garantir que le reste des personnes ne sont même pas au courant de la crise politique que nous traversons actuellement. Alors finalement, dans votre campagne, qu'est-ce que vous leur avez dit? Nous leur avons dit 3 choses. La première, c'est que nous voulons des députés qui soient proches du peuple. Parce que vous savez, on a une chose quand même assez curieuse dans notre pays, c'est qu'on élit le député, on ne sait pas finalement, c'est à l'Assemblée qu'on l'a élu ou bien c'est à Lomé. Parce que il vient s'installer à Lomé et puis c'est fini. On le retrouve encore 5 ans plus tard à revenir quand il a encore l'onction de son parti, parce que certains n'ont plus l'onction de leur parti, donc il fait 5 ans, il dégage et il n'y a plus rien. Donc, première chose, c'est que nous voulons des députés qui soient proches de choses et qui travaillent à l'Assemblée. La législature précédente a produit 0 proposition de loi. La seule, on va dire, mesure qui a été acceptée par l'ensemble, c'est l'augmentation de leurs émoluments. Sinon, 99,99% des lois sont issues du gouvernement. Ceci n'est pas tolérable. Donc des députés qui travaillent,
des députés qui contrôlent l'action du gouvernement et des députés aussi qui peuvent initier des commissions d'enquête quand il y a des crimes, quand il y a des actions où on a besoin d'avoir la vérité, parce que la justice dans nos pays n'est pas réputée pour son équité. Bon, voilà. Et maintenant, le deuxième élément que nous disons, nous voulons, une fois rentré à l'Assemblée, faire des propositions de loi. Il y en a 5 qui nous paraissent importantes. La première, c'est de mettre en place un RMI, un revenu minimum interprofessionnel pour les chômeurs. Dans notre pays, on a 110 000 demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché de l'emploi et l'État n'arrive à en observer que entre 3 000 et 5 000. Donc, tout ce gros monde-là se retrouve dans une situation d'indigence inacceptable. Et donc, on puisse mettre en place un RMI autour de 15 000, hein, c'est pas très cher. Et vous allez me demander où est-ce qu'on va trouver l'argent? Ben voilà, on va taxer les produits de luxe. Le Togo est le pays qui consomme le plus de champagne. Il faut taxer le champagne. Parce qu'au fait, on peut faire tout ça vivre sans boire le champagne, on n'en meurt pas. Donc, il faut taxer le champagne, il faut taxer les classes d'affaires. Parce que beaucoup de personnes voyagent en classe d'affaires dans notre pays. Pour aller à Paris, on n'a pas besoin de mettre 2 500 000. Si on veut payer 2 500 000 tant qu'à faire, qu'on paye sur les 2 500 000 à 200 000 ou 300 000 francs pour aider les demandeurs d'emploi à vivre décemment. Le deuxième élément, c'est l'assurance maladie universelle. Aujourd'hui, dans notre pays, on a l'assurance maladie que pour les gens qui sont dans la fonction publique. Voilà. Alors que ils font même pas 10% de la population. Donc il faut l'étendre à l'ensemble du pays et faire en sorte que aujourd'hui, quand vous tombez malade, vous n'avez pas peur d'aller à l'hôpital, que vous soyez obligé d'aller chez le tradithérapeute parce que vous avez peur de payer les soins, vous avez peur de payer les médicaments. Le troisième élément qui nous paraît aussi assez important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vente des produits alimentaires au kilo. Ce n'est pas tolérable qu'on continue à avoir un pays où les gens achètent à la mesure. Et moi, vous allez dans S-Mono, où je connais tout le monde, les gens, c'est plus des bols que les femmes amènent, c'est des seaux. On vient, on achète le soja, le maïs au seau, on revient maintenant, un seau fait quasiment 3 bols à l'homme. C'est pas admissible, il faut vendre au kilo. Et la quatrième mesure, c'est mettre en place une limitation sur le nombre d'avances en ce qui concerne les loyers, surtout dans les centres urbains. À Lomé, si vous prenez une petite chambre, on vous dit 24 mois d'avance. Si vous aviez l'argent dans 4 mois, peut-être que vous aurez construit votre propre maison. Donc voilà, ce qui fait que les pauvres habitent plus loin et les riches habitent au centre. Donc voilà, donc ça aussi, la dernière mesure, c'est de mettre en place un système de transport urbain qui soit pour tous. On a Sotrala Lomé, mais ça fait à peine 1 millième de la population. Mettre en place des transports humains qui permettent aux gens, parce que les gens consacrent beaucoup de leur argent sur le transport. Et voilà, ça c'est des mesures qu'on veut mettre en place. Directement, 5 propositions qu'on mettra sur le bureau, en espérant par un lobbying pouvoir avoir des gens qui nous accompagnent. Alors, on a vu au cours de cette campagne aussi une des affiches sur lesquelles on vous a un peu taclé, voter le net pour une usine de transformation dans l'Est-Mono. C'est pas, il y a eu quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais écoutez, vous avez l'Est-Mono aujourd'hui. Autrefois, c'est vraiment une grande préfecture qui est devenue aujourd'hui le grenier à soja du Togo. Et le soja, je trouve que c'est criminel de vendre le soja à l'état brut. Parce que le soja, c'est une plante miracle. On fait du lait de soja, on fait de l'huile de soja, on fait du savon de soja, on fait des cosmétiques. Il y a énormément de produits dérivés de soja. Et c'est criminel de laisser aujourd'hui des Indiens, des Chinois, des Français venir acheter notre soja comme il est à l'état brut, aller le transformer et venir le revendre. Donc nous disons, il faut, par rapport à la région des Plateaux, qui est aujourd'hui devenue un grand chantier de soja, mettre en place une usine de transformation du soja. D'abord, ça va créer des emplois, ça va créer de la plus-value. Et en ce moment, ça va sans aucun doute booster même la culture de cette plante-là. Parce que c'est une lumineuse. Elle n'a pas besoin d'engrais. Aujourd'hui, on a trop habitué nos sols avec de l'engrais. Elle est en train de les détruire. Donc, le soja restructure les sols, les régénère. Et nous pensons que c'est quelque chose qu'il faut faire pour faire en sorte de rendre une viabilité économique à ces régions. Est-ce-Mono, aujourd'hui, c'est une préfecture qui est complètement perdue parce qu'il n'y a pas d'activité administrative, il n'y a pas d'activité économique. Les gens viennent juste, comme je l'ai dit, acheter des choses moins chères pour aller le vendre plus cher. Et nous voulons donner une vie économique à cette région. Mais nous avons d'autres projets, mais principalement là, je suis candidat dans cette région. Et c'est l'un de mes projets phares. Oui, les gens ont dit, mais ça, c'est pas le travail d'un député, parce que quand vous aurez votre salaire, tout le monde connaît le salaire d'un député. Comment vous allez construire cette usine? Il y a 3 choses qu'un député fait. Ça aussi, les gens oublient. Contrôle de l'action gouvernementale, vote des lois et lobbying. Lobbying. Ce qui n'est pas très officiel. Bah oui, mais le lobby, c'est le vrai travail du député. Parce que là, vous imaginez, si je n'étais pas président Jerry Tama, je ne serais pas en train de parler de S-Mono aujourd'hui. Et cette émission qu'on est en train de faire, qui est suivie à travers le monde, si ça se trouve, dès que je sors d'ici, vous avez des gens qui vont m'appeler pour dire, écoutez, ça nous intéresse, votre affaire d'usine à S-Mono. Donc c'est le travail qu'il faut faire. Il faut
que les députés soient des représentants de leur nation et de leur circonscription, même s'ils sont aussi des représentants de la nation, et qu'ils puissent faire du lobbying, pour qu'ils puissent voir des gens à l'extérieur ou bien à l'intérieur pour dire, écoutez, voilà le potentiel de ma circonscription, venez y investir parce que vous allez trouver votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est un travail qui, à mon sens, est même plus important que celui qui consiste à juste doubler le salaire du député. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'Est Mono est devenu votre base? On verra au lendemain des résultats, mais je pense bien que ça risque de le devenir. Alors, vous avez quand même, je vous ai déjà reçu au début de la campagne, vous avez dit que vos objectifs chiffrés, c'est d'avoir au moins 9 députés. Alors, comment vous comptez faire passer vos propositions de loi si écoutez, vous n'en avez que 9? Oui, mais il faut savoir que dans une Assemblée nationale, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le lobbying. C'est-à-dire que les autres ont besoin de vous pour faire passer leurs lois et vous avez besoin d'eux pour faire passer les vôtres. Et ensuite, si vous avez des propositions de loi qui sont sociales, qui intéressent l'ensemble du pays, mais aucun député n'a envie de se mettre à dos sa circonscription à refuser de voter une loi qui est intéressante pour l'ensemble du pays. Encore faudrait-il, si vous remarquez que l'ancienne législature, les quelques lois qui ont été qu'on a essayé de produire ne concernait que les réformes constitutionnelles. À croire que les populations, je vous dis, si vous arrivez dans l'Est Mono, comme dans les 12 autres circonscriptions où nous sommes présents, vos histoires de réformes constitutionnelles, honnêtement, c'est du charabia pour eux complètement. Donc nous avons besoin de députés qui tiennent compte des réalités du terrain et qui font la promotion de leurs régions respectives. Les maires aussi, et nous espérons que juste à l'issue de cette élection, on fera les locales, janvier, février, c'est très important. Mais les maires et les députés, ce tandem-là, doit pouvoir faire la promotion des territoires parce que le gouvernement a souvent une approche holistique, nationale, alors qu'un député maire a la capacité de faire juste la promotion de son territoire. Alors ça veut dire que si vous vous retrouvez au Parlement, que ce soit avec 9, 10, 12, 15 députés, vous n'allez pas jouer de l'opposition pour l'opposition, vous allez soutenir les projets, les propositions de loi qui vont dans le sens social, c'est ça? Bien sûr, écoutez, pourquoi on est les députés? Pour faire avancer notre pays. Vous savez, le NET est un pays et est un parti qui se retrouve dans le centrisme. Et le centrisme met l'humanisme au centre de son action politique. C'est-à-dire qu'une action politique qui ne contribue pas à l'amélioration des conditions des vies de la population, ça ne sert à rien. Doubler le salaire des députés, c'est bien, mais est-ce que ça contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations? Non. Donc aujourd'hui, nous pensons que s'il y a des propositions ou bien des projets de loi gouvernementaux, je vous donne un exemple, ce que le gouvernement fait en termes d'électrification des campagnes avec l'énergie solaire, c'est très bien. Si demain il faut accompagner, même faire du lobby par rapport à cela, nous le ferons avec beaucoup de joie. Donc s'il y a des projets, des propositions faites par le gouvernement qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations ou alors même de l'amélioration de l'économie du pays, nous les appuierons. Même si nous restons dans une logique en considérant que aujourd'hui, si le pays va mal, la responsabilité incombe à ceux qui le gouvernent depuis plusieurs années. Alors, finalement, si vous êtes au Parlement, sur quoi vous pensez? En fait, j'aimerais bien que vous dites quand vous serez au Parlement. D'accord. je mets quand même le conditionnel. Non, ça me fait plaisir. Sur quoi vous allez vous opposer? Non, nous allons nous opposer sur 3 éléments. Le premier, c'est vous savez, nous avons une démocratie de façade. Parce que nous avons un code électoral qui est excellent, mais en réalité, dans l'application, c'est les moyens et les ressources de l'État qui permettent au système de se pérenniser. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la mauvaise gouvernance et la corruption qui sont devenues une sorte de règle de conduite dans notre pays. Et le troisième élément, on en parle tout le temps, c'est la politique sociale. Parce que nous avons des couches comme qui sont très vulnérables et il faut faire en sorte que l'équité permette à ceux qui ont les moyens, il ne faut pas enlever à ceux qui ont les moyens pour donner à ceux qui ont moins, mais ceux qui ont les moyens puissent tirer ceux qui en ont beaucoup moins. Et donc, en ce moment-là, c'est l'emploi des jeunes qui est un élément très important. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont 10 000 demandeurs d'emploi dans un petit pays comme ça. Nous avons aujourd'hui, les chiffres parlent de 39% de notre population qui est en sous-emploi. En fait, on n'ose pas dire qu'il est au chômage, parce que c'est une façon de maquiller les choses. Donc, sur ce plan-là, le travail, la recherche de solutions pour vaincre le sous-emploi sera le troisième pilier de notre action. Et en cela, nous nous opposerons sérieusement à ceux qui sont au pouvoir. Alors, ce sur quoi vous serez également très attendu, c'est la question des réformes. Une fois élu, vous allez vider rapidement ce dossier pour passer à autre chose? Nous, on pense que ce qui a été arrêté par la commission de loi était un bon début. Il n'y a que 4 articles qui
sont modifiés. Nous, le 8 février dernier, nous avons proposé 26 articles. On ne va pas vouloir recréer la roue, mais nous pensons qu'il y a des sujets, par exemple, le refus de la transhumance dans l'Assemblée, qu'il faudra l'amener pour éviter que les députés rentrent à l'Assemblée. Après, ils font autre chose. Et donc, oui, on pourra proposer quelques mini-amendements, mais on n'en fera pas une question de processus, de principe. Ce qu'il faut, c'est faire les réformes constitutionnelles le plus rapidement possible, parce que, vous savez, toutes les constitutions évoluent. Il n'y a rien de figé. Donc, le faire, je pense que la mouture qui est arrêtée par la commission de loi est assez évoluée, assez audacieuse. On peut commencer par là, et puis après, quand on aura la majorité à l'Assemblée, on changera ce qu'on changera, nos 28 articles. Jerry Tama, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause à présent, et puis après, regard croisé va suivre.